pour le meilleur et pour le pire, en faisant des démocraties, en conquérant le monde, à travers la science, à travers beaucoup de choses, l'égalité homme-femme, etc., etc. Je répète, pour le meilleur et pour le pire. Et donc l'Inde, en nous redonnant la mémoire de choses très anciennes, nous en tant qu'occidentaux, et aussi en nous révoltant par rapport à des tas de choses, des tas de violences, des choses qu'on ne peut pas supporter, à juste titre, hein, parce qu'il ne faut jamais tomber dans le relativisme culturel, aussi bien par rapport à l'Occident que par rapport à l'Orient. L'Inde finalement nous demande, nous met au défi de réaliser l'union un peu de l'éternité et de l'histoire. De ne pas oublier d'où nous venons, cet espace, cette beauté, ce respect de la création de la nature, tout en continuant à nous réinventer et à ne pas rester dans des superstitions. Donc il ne faut pas chercher la cohérence en Inde. Il ne faut pas dire, oui, le système des castes, c'est invalide de toute la société indienne. À ce moment-là, la mondialisation et le supermarché invalident toutes les démocraties. Puisque finalement, notre confort est bâti sur l'exploitation du reste du monde, nous qui sommes les fameux porteurs du progrès et de la démocratie dans le monde. Donc il ne faut pas chercher la cohérence non plus forcément dans la démocratie, mais par contre il faudrait la trouver, et assez rapidement, comme en Inde, parce que sinon on va tout s'y passer. Du coup voilà, l'Inde ça nous dit ça, ça nous montre aussi la logique de la consommation poussée à l'extrême, parce qu'on se rend compte tout de suite en Inde, en dépensant quelques centimes, qu'on a infiniment plus que celui qui nous mendie, dit non, on n'a pas d'argent ou on ne veut pas donner alors qu'il crève de soif, il crève de faim. Nous, on vient d'acheter un jus de mangue qui représente sa journée de salaire. Hein. Ça met très très mal à l'aise. Hein. Et ça, l'Inde nous met face à la réalité, et ça aussi, c'est un message. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas l'Inde ou qui ne veulent pas y retourner, parce qu'ils ne sont pas prêts en fait, à voir à la fois les enjeux de l'incarnation humaine, les défis métaphysiques et les défis concrets que ça nous pose. Le syndrome indien aussi est important. C'est quelque chose qui a été étudié en psychiatrie, qu'on pourrait étudier. Le syndrome indien, c'est une sorte de déliquescence de certains voyageurs, des délires mythomaniaques ou des personnes qui se liquéfient ou qui se perdent complètement, et qu'on est obligé de récupérer et de rapatrier parce que ils sont en train de se perdre en Inde. Il y a l'ouvrage d'un psychiatre français qui était à l'ambassade de France à Bombay, qui est intéressant. Et ça aussi, ce syndrome indien, finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi c'est ça? Parce que finalement, les gens qui s'identifient à l'Inde ont envie de retrouver quelque chose de plus vaste que le simple matérialisme occidental. Je crois qu'on a tout compris, qu'on est juste un d'hormones, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus que ça en Inde. Et en même temps, du coup, on peut passer de l'autre côté. Donc, il faut le trouver. Et puis l'Inde, par sa théorie des 4 yugas, les 4 yugas, c'est les 4 âges de l'humanité. On les a comme chez les Iodes, ou comme chez les Mayas, chez les Aztèques, chez les Hopis, en Amérique du Nord, en Amérique centrale. Selon les Indiens, nous sommes dans l'âge noir. L'âge noir, c'est-à-dire que la vision de l'évolution indienne, ou de la Grèce antique, ou des peuples traditionnels, en fait, c'est le contraire de notre vision, nous, d'occidentaux. C'est-à-dire que nous, occidentaux, nous pensons, même si là, ça commence un petit peu à douter, parfois, nous pensons qu'on va de l'ignorance à la connaissance, de l'animalité à l'humanité, et puis pourquoi pas au transhumain, bon, bref. Et donc, tout va toujours mieux grâce au progrès scientifique, à la technologie, à la perte des superstitions, etc. Alors que pour l'Inde, en fait, on passe de l'âge d'or à l'âge noir, comme pour Hésiode, comme chez les Hopis, on est dans l'âge fou. Alors, l'âge noir tel qu'il est décrit par les textes indiens est très intéressant. Ils appellent ça donc le Kali Yuga. Alors, c'est pas la déesse Kali en fait, c'est le démon Kali. Le démon Kali, en fait, c'est un musicien déchu qui est habillé en roi et qui va posséder par sa musique l'ensemble de l'humanité dans les derniers temps. Kali, c'est aussi le coup de dé perdant. Dans le jeu de dé indien, c'est le 1,
C'est-à-dire en fait, comme il y a une division progressive à chaque fois, du 4 on passe au 2, et puis du 2 au 1, et puis après il n'y a plus rien, c'est le coup de déperdant, c'est-à-dire c'est la fin. On est arrivé au bout de la division. Et donc ce mendiant déguisé en roi qui possède tout le monde par sa musique, qui affectionne les lieux de jeu, de violence, de meurtre, etc., je trouve qu'il ressemble énormément à la période qu'on vit, où un certain type de musique, rock, rap, etc., aujourd'hui il possède le monde. Et je trouve qu'il y a quelque chose de troublant par rapport à des textes qui ont des milliers d'années. Quand on voit certains excès du rock satanique, du gangsta rap, etc., où on glorifie le meurtre, les côtés diaboliques, où ils s'habillent comme des princes, avec des grosses chaînes en or, etc., et finalement ils possèdent l'humanité pour l'amener toujours vers la violence, vers la destruction, vers l'autodestruction, vers la drogue, etc. Ce qui avait été annoncé en fait depuis des milliers d'années dans les textes. Donc ça aussi c'est un message important par rapport à l'actualité la plus directe en gros depuis une cinquantaine d'années. Et puis l'âge noir aussi c'est intéressant, parce que l'âge noir c'est, aujourd'hui nous sommes à l'âge de l'énergie noire, c'est-à-dire le pétrole, le charbon, l'âge de fer, le fer est partout. C'est Hésiode, le grec, qui parlait de l'âge de fer. Donc là, il y a quelque chose qui nous parle depuis longtemps. Et quand les Anglais sont arrivés en Inde, à l'époque de la révolution industrielle, avec leur machine à vapeur qui fonctionnait au charbon, avec la poudre à canon, avec leurs armes finalement, ils se sont trouvés face aux récits immémoriaux de l'Inde qui parlaient de l'âge noir et de l'âge de fer. Ils apportaient le chemin de fer et ils ont couvert l'Inde du chemin de fer. Sauf que là, il y a quelque chose de très très fort. Et voilà, avec du charbon, avec des mines, etc., où on extrayait le noir, et puis après ça a été le pétrole, donc voilà, le signe du fer, le signe du noir, tout ça. Assez fort, et ça, c'était pas le cas avant. Avant, les choses étaient en bois, c'était l'énergie hydraulique, c'était le feu, c'était... Voilà, voilà. Une métaphore très belle et très actuelle aussi, qui concerne l'Inde, c'est celle du filet d'Indra. Alors Indra, c'est le roi des dieux en Inde, le dieu de la foudre. Et il y a dans un sutra du Mahayana, du grand véhicule bouddhique, une scène où le Bouddha accède au ciel d'Indra, le dieu hindou. Et au-dessus du palais d'Indra, il y a un immense filet, et à chaque maille de ce filet, il y a un joyau. Et chaque joyau est différent. Chaque joyau reflète tous les autres joyaux de façon différente. Et donc cette métaphore, elle a été popularisée par Fritjof Capra, un physicien de Berkeley, un Américain, qui a écrit le Tao de la physique, un livre culte des années 70, pour dire que c'était totalement semblable au bootstrap des hadrons, où chaque particule se contient elle-même et contient les autres. Et c'est l'univers fractal. Et donc l'Inde est semblable à un de ces joyaux. D'ailleurs, les Anglais disaient que l'Inde c'était le joyau de la couronne, que si elle le perdait, son empire colonien n'avait plus de sens. L'Inde est un peu comme un joyau sur le croisement des mailles de l'humanité qui va refléter tous les autres pays, toutes les autres cultures. Tout ce qui est arrivé en Inde a laissé une trace. L'Inde a cette capacité extraordinaire. Si on ne menace pas ses traditions, quelque part, elle accepte beaucoup de choses. Et tout ce qui est arrivé en Inde, c'est un petit peu, c'est resté pratiquement intact. Que ce soit les juifs de Cochin au Kerala, les Parsis qui sont arrivés à l'époque, sans doute des invasions musulmanes, même avant, les Anglais, les premiers chrétiens avec le rite d'Orient, le rite orthodoxe, etc. C'est-à-dire c'est un pays extraordinaire pour ça. Toutes les choses, elles restent comme ça, elles ne bougent pas, quoi. Parce qu'il y a cette idée que mon dharma, c'est mon dharma, mon devoir, c'est mon devoir. Tant que l'autre n'empiète pas sur le mien, je le tolère. De toute façon, c'est peut-être un intouchable, etc. Et donc, c'est le résumé de la condition humaine, vraiment, de l'histoire humaine, de la préhistoire, de l'avant-histoire. Et ça nous annonce aussi l'avenir. Donc, c'est vraiment cette idée
d'un fractal, d'un résumé de l'histoire de l'humanité. C'est pas pour rien qu'à une époque, on a pensé que toutes les langues indo-européennes venaient du sanskrit, hein. Ce qui n'est pas le cas, mais par contre le sanskrit est la langue parlée dans le domaine religieux, légal, etc., qui s'est conservée la plus intacte, hein, avec l'hébreu. Et bon, après, par rapport au... Donc, c'est un des grands enseignements de l'Inde aussi. Voilà. Alors, je vais maintenant, pour chaque chapitre du livre, essayer de vous transmettre ce qui me semble le plus important. Et donc, le message que l'Inde adresse au monde. D'abord, en Inde, il y a eu une ininterruption de la mémoire. Je ne sais pas si le mot existe, hein, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'interruption de la mémoire, comme nous, par exemple, en France, on a eu la Révolution française. Dans d'autres endroits, ça a pu être l'arrivée de l'islam. Dans d'autres endroits, l'arrivée des États-Unis, etc., des colons dans les Amériques, hein, ou encore autre chose. C'est-à-dire qu'en Inde, il n'y a pas eu de reformatage de la mémoire d'un peuple à un certain moment. Ça, c'est extrêmement important, c'est extrêmement précieux. Hein. En ce sens, c'est un des points communs qu'il y a entre l'Inde et l'Italie. Ils sont un peu des pays sœurs, hein, par cette façon. C'est-à-dire qu'on a une mémoire très ancienne, très très ancienne. Un grand enseignement de l'Inde, c'est la musique aussi. On peut comprendre l'histoire de l'Inde à travers un concert de musique indienne. Et ces trois phases, hein, de débrouement progressif, qu'on appelle Alap, ensuite du Jala et du Jor, hein, parce qu'un concert de musique indienne, quelque part, résume l'histoire de la création par rapport au début très lent, le développement, sa phase la plus accélérée, et puis son apaisement final. Et la musique, comme d'autres arts, donne ce qu'on appelle en Inde le rasa. Le rasa, alors rasa c'est un terme qui veut dire nectar, jus, saveur, et c'est une sorte d'émotion artistique, d'extase artistique, qui nous enseigne toute une partie du sens de la vie. On parle du rasa de l'héroïsme, de l'amour familial, de la compassion, de la paix. Il y en a 8, 9 ou 10 selon les classifications. Et l'art indien à ce niveau-là est très très important. Voilà. Et la musique, comme disait Platon, hein, tous les arts cherchent à rejoindre la musique. Et ça peut être la miniature, ça peut être la sculpture, ça peut être... Selon l'Inde, nous ne descendons pas du singe, mais du songe. Parce qu'en fait, nous vivons dans le songe, dans le rêve de Vishnu. Vishnu, le dieu qui soutient l'univers. Il y a des représentations comme ça de Vishnu qui est en train de rêver le monde, et pour cela, il a émané de son nombril d'abord le dieu Brahma. Alors comment ça se fait que Brahma, le dieu créateur, lui-même a été créé par Vishnu? C'est que Vishnu est allongé sur le serpent de l'éternité. Et que donc il y a une ininterruption du temps, mais il y a des créations et des destructions cycliques en même temps. Voilà. Et donc Vishnu rêve le monde, et nous vivons à l'intérieur du rêve de Vishnu. Mais ce rêve de Vishnu, hein, ce rêve de Brahma, parce que finalement il est désigné sous différents noms, cette conscience cosmique est désignée sous différents noms, sans qu'il y ait concurrence entre elles, va créer le monde par la Maya. La Maya, ça veut dire la magie du monde. Il y a une bonne Maya et une mauvaise Maya. La bonne magie, c'est la magie de la création, comme un écrivain écrit un roman, comme un peintre signe une œuvre, c'est la Paramaya. Et elle est l'expression des lois de la création, et elle permet de les comprendre. Par contre, lorsque on oublie que ces lois de la création sont uniquement des symboles des lois divines, là on passe dans l'illusion, la Maya, et on oublie le métaphysique. Et ça, c'est aussi une des enseignements précieux de l'Inde, c'est de montrer cette double polarité de la création, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le monde qui existe, la création est bonne, mais si on ne reconnaît qu'elle, à ce moment-là, on est identifié à la matière, et on passe dans le samsara, dans la souffrance, dans l'ignorance, voilà, dans le désir, donc dans la peur, donc dans l'agressivité, donc dans la violence, et la création chute.
le Dzogchen, une voie bouddhiste, a très bien exprimé cela aussi. Et puis le couple créateur de la Trimurti indienne, c'est Brahma et Sarasvati. Brahma, le dieu créateur, Sarasvati, sa parèdre, son épouse, qui crée le monde par la parole, Vach, la déesse de la parole, de l'éducation, de la poésie, du chant, qui joue de la vina, d'un instrument de musique, c'est pour ça que j'ai appelé ce lieu la vina. Et vous voyez que dans ce couple Brahma-Sarasvati, dans le nord de l'Inde, Sarasvati étant une déesse blanche, on est à quelques centaines de kilomètres de Babylone, où on a vécu Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, le couple de patriarches des trois religions monothéistes. Brahma et Sarasvati, aux origines de l'Inde. Voilà. Vous voyez, c'est énorme, c'est gros comme une maison, mais on ne le sait pas, hein, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne va pas à la source. Il faut toujours aller à la source des mythes, de l'étymologie, des textes. Hein, c'est ce que je vous disais au début. Donc ça suffirait à réconcilier normalement les religions monothéistes avec celles dites polythéistes, idolâtres, etc. Comme on appelle souvent la religion hindoue. Le terme hindouisme d'ailleurs n'étant même pas indien lui-même. Ensuite, donc après ce préambule, parlons de Mohenjo-Daro et Harappa. C'est un site archéologique qui a été découvert au début du XXe siècle. Et les deux premières traces archéologiques qu'on a trouvées, c'est le proto-Shiva et la danseuse. Voilà. Ça vous l'avez à l'intérieur du livre, j'ai mis au chapitre 1. Ça c'est un sceau, SCEAU, qu'on a trouvé à Mohenjo-Daro, à peu près 3000 avant Jésus-Christ, et la danseuse. Et ces deux personnages, hein, qui sont les plus anciens artefacts trouvés en Inde, pour moi ils résument toute l'Inde. C'est-à-dire qu'on a un ascète en tailleur, entouré d'animaux, avec des cornes très semblables à Kernounos, le dieu celte, ou à Orphée, entouré des animaux. On dit que c'est le proto-Shiva Pashupati, le gardien des troupeaux. Et là à côté on a une danseuse avec des traits de femme noire africaine, fièrement avec la tête renvoyée en arrière, hein, on l'appelait la danseuse, elle est nue. Donc elle nous montre finalement l'ancienneté de la grande déesse, hein, donc, qui était noire. Le sage, la danseuse, la liberté, la danse, la méditation, la transcendance, la nature. Ces deux artefacts retrouvés il y a un siècle résument tout l'esprit indien, l'union du masculin et du féminin, du dieu, de la danseuse, Shiva, qu'on associe à Dionysos, avec les danseuses, la danse de Shiva, la nature féminine de la création, etc. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique qu'on peut voir ces deux œuvres au musée, au National Museum à Delhi. Directement, ça met l'Inde en relation avec l'Afrique, avec les Celtes. Il y a aussi un prêtre qui a été retrouvé, un prêtre de Mohenjo-Daro avec une robe à trèfle qui ressemble à des triskel un petit peu. Il y a des prêtres babyloniens. Voilà. Donc là aussi, là, ça montre quelque chose de très très ancien qui unissait les peuples. Ensuite, donc, il y a eu la disparition de la civilisation de Mohenjo-Daro et Harappa. On ne sait pas trop comment, peut-être épuisement de leur milieu naturel, civilisation urbaine, et l'arrivée des Aryas. Après, on considère que ce n'est pas les Aryas, ces populations-là, qui ont conquis l'Inde. Les Aryas, par contre... Est-ce qu'on peut faire une petite pause là, de s'enfraîchir, parce que... L'air, oui, ben, ouvrez la fenêtre. Ouais. Ouais. Voilà. Oui, tu peux faire une petite pause. C'est bientôt plus de batterie. T'as une deuxième batterie? Oui, j'ai une batterie. Ah, il y a une deuxième batterie dans le sac. Pleine? Elle est pleine.